L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'actualité sociopolitique au Bénin. Je reçois pour vous à cet effet le professeur Théodore Olo. Il est juriste de formation, il est professeur des universités et homme politique béninois. Il fut le 4e président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il est celui qui a proclamé en 2016 les résultats consacrant Patrice Talon président de la République du Bénin. Il a été président de la Haute Cour de justice de 2009 à 2013. De 1993 à 1996, il a été ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. En 1995, il a été garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation du président Nicéphore Dieudonné Soglo et bien avant sous le même régime. Il a été ministre des Affaires étrangères en 1993. De 1990 à 1991, il a été membre de la commission constitutionnelle. Il urge d'ajouter pour finir qu'en 1990, il fut membre du présidium de la conférence des forces vives de la nation. Bonjour à vous, professeur Théodore Olo. Monsieur le journaliste Kader, bonjour. Achirou, bonjour. Merci. Bonne heureuse année à vous. Merci. Paix dans votre cœur, paix dans votre famille. Amen. Et paix dans le pays. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Alors, professeur Théodore Olo, depuis quelques jours, à l'apparition sur les réseaux sociaux de façon virale d'une vidéo du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, où il fait part, une vidéo qui est d'ailleurs même en cohérence avec son discours d'investiture, il fait part d'une volonté de révision constitutionnelle. On a constaté tout de suite un dédain au sein de l'opinion. Est-ce que selon vous, ce dédain paraît justifié ? Je pense que pour répondre à votre préoccupation, il faut d'abord rappeler ce qu'est une constitution, sa finalité, les modalités de sa révision et pourquoi les citoyens sont préoccupés par la révision de la constitution. L'État est d'abord une personne morale et la constitution est son statut, qui a deux aspects, un aspect juridique et un aspect politique. L'aspect juridique permet à la Constitution de définir les règles de dévolution et d'exercice du pouvoir dans un État, les relations entre les institutions, les modalités d'exercice du pouvoir. Et généralement, on dit que la finalité de la Constitution est d'abord de garantir les libertés et les droits des citoyens, d'encadrer et de limiter l'exercice du pouvoir par les gouvernants. La Constitution a aussi une dimension politique, c'est-à-dire que la vie collective dans un État est organisée sur la base de ce qu'on appelle une idée de droit dominante. Je donne un exemple. De 1960 à 1972 pratiquement, et de 1990 à ce jour, l'idée de droit est
l'idée de droit libéral, à savoir nous avons eu comme doctrine politique et économique le libéralisme, qui se caractérise essentiellement par le respect des libertés individuelles, naturellement la séparation des pouvoirs et le rôle limité de l'État dans la vie économique, d'où les sociétés privées se développent. Et vous avez constaté que de 1977 à 1990, nous avions eu un État à orientation socialiste dominé par le marxisme-léninisme, qui se fonde d'abord non plus par la priorité aux libertés individuelles et politiques, mais les libertés économiques, les libertés sociales et le rôle dominant de l'État. Ce qui s'est traduit par le fait que l'État est le principal acteur économique. Vous avez des sociétés, Sonapra, AGB, Sonader, Sonacop. Tout ceci appartenait à l'État. Ce qui veut dire que le privé ne joue pas un rôle important dans l'économie. C'est cela qui permet aussi de comprendre le fonctionnement de l'État. Si on n'a pas cet élément en tête, il est difficile de le comprendre. La Constitution n'est pas un texte figé. Il doit s'adapter aux aspirations des peuples parce qu'il est l'expression du vivre ensemble en consensus des peuples d'un pays malgré leurs contradictions. Voilà pourquoi généralement son fondement se retrouve dans la démocratie qui est un consensus sur les règles de gestion pacifique des contradictions inhérentes à toute société humaine. Vous avez les droits de la majorité qui a le soutien du corps électoral dans sa majorité pour mettre en œuvre son programme, mais vous avez aussi l'opposition qui a le droit de critiquer l'action du gouvernement et de proposer une solution alternative. Et l'opposition... Pardon? Critiquer et proposer une solution alternative. Et le corps électoral, sur cette base, peut désormais, aux prochaines élections, donner majoritairement sa confiance à ceux, aux partis de l'opposition. Et l'opposition d'aujourd'hui peut devenir la majorité de demain. Donc il y a alternance. Parce qu'on a constaté, et le Bénin est une illustration, que les pays dans lesquels l'alternance au pouvoir n'est pas possible par les urnes, les gens ont tendance à y recourir par les armes. Souvenez-vous, de 1960 à 1990 pratiquement, aucun président de la République n'est allé au terme de son pouvoir parce que nous avions connu la démocratie du tiers exclu. En 1960, il y a eu la coalition Apiti-Maga qui a écarté Aoubandegbe avec un parti unique, le parti Dahomey de l'unité. Ils sont arrivés au pouvoir en 60 pour un mandat de 5 ans. En 63, coup d'État. Les militaires sont arrivés, il est vrai, ils ne sont pas restés longtemps. En janvier 64, il y a un nouveau pouvoir, coalition Apiti Aoubandegbe avec le PDD, Parti démocratique Dahomey Wologuede, qui a écarté Maga. En 1965, alors qu'il devait aller jusqu'en 1969, coup d'État. Soglo, le général, est à nouveau revenu au pouvoir, qui sera renversé aussi à son tour en 1967 par les jeunes cadres de l'armée. Zinsou va arriver dans la foulée en 1967 et en 1968 et en 1969, il est renversé aussi par un coup d'État. On installe le conseil présidentiel de 70 à 76. Maga devait faire 2 ans, de 70 à 72, Aoubandegbe de 72 à 74 et à Petit de 74 à 76. Maga finissait 2 ans. Aoubandegbe commence en mai 72, le 26 octobre 72, renversé par un coup d'État. Même le général Kérékou qui est arrivé au pouvoir n'a pas fini son dernier mandat puisque ça a été interrompu
par la conférence nationale. Donc nous avons connu une certaine instabilité. Et de 1990 à ce jour, un président de la République peut être en fonction, aller aux élections et perdre les élections et partir. Kérékou l'a perdu en 91 contre Soglo. Soglo l'a perdu en 96 contre Kérékou. Ils sont partis. Kérékou a fait ses 2 mandats, il est parti. Yahi Boné est arrivé, il a fait ses 2 mandats. Le candidat qu'il a soutenu, Lionel Jospin, a perdu, il est parti. Le président Lionel Zinsou, il a perdu les élections, bien qu'il soit soutenu par le président en fonction et qu'il ne pouvait plus se présenter pour un 3e mandat. Le président Talon est arrivé en 2026, il va arriver au terme de son mandat. Donc, on a constaté que l'alternance prévue par la Constitution est respectée. Cela a permis l'alternance démocratique, à savoir par les unes et non pas par les âmes, la stabilité politique. Je disais tantôt que la Constitution n'est pas un texte figé. La Constitution prévoit elle-même les modalités de sa révision. Il y a des modalités de forme et des modalités de fond. Les modalités de forme, généralement, la Constitution prévoit que la révision doit suivre 2 étapes. L'initiative appartient d'abord au président de la République, après une délibération en Conseil des ministres, ou aux députés, au niveau du Parlement. Donc, c'est les 2 organes habilités à prendre l'initiative de la révision, à faire un projet de loi pour le président de la République, après réunion du Conseil des ministres, ou proposition de loi par les députés au niveau du Parlement. Il y a la première donc, étape, qui est une étape préalable, la recevabilité ou la prise en considération de la proposition ou du projet de révision. Il faut que le projet ou la proposition soit adopté par les 3/4 des députés. En 2017, la proposition introduite par le pouvoir n'a pas prospéré parce qu'il n'y a pas eu les 3/4 pour la recevabilité. En 2018, les parlementaires ont introduit une proposition toujours pour aller à la révision qui a franchi l'étape de la recevabilité des 3/4, mais a échoué à l'étape de l'adoption sur la base des 4/5 des députés. Parce qu'après la recevabilité de la proposition de révision ou du projet de révision, il y a 2 possibilités. Soit le texte en l'état est proposé au référendum, soit le Parlement vote là-dessus. Mais là, il faut qu'il y ait une majorité des 4/5. Et si vous vous souvenez, je crois que c'était en juillet 2006, la Cour constitutionnelle, présidée par Mme Ouensou, a déclaré contraire à la Constitution la révision de la Constitution adoptée par les députés qui remettait en cause l'article 80 de la Constitution, faisant passer leur mandat de 4 ans à 5 ans. Mais ils ont voté en une seule fois, sans passer par l'étape préalable de la prise en considération. Et indépendamment de cela, il n'y a pas eu un consensus. Et dans sa décision, la Cour a rappelé qu'en raison de la détermination du peuple béninois à créer un état de droit, de démocratie pluraliste, la garantie de la sécurité juridique et des libertés fondamentales, exige, même si la Constitution a prévu elle-même les modalités de sa révision, que toute révision tienne compte du consensus, principe à valeur constitutionnelle. Parce que le président de la République à l'époque, Yahi Boné, n'était pas favorable à cette révision. Donc il y avait divergence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il est vrai, nous verrons le plus loin, que cette exigence de consensus sera atténuée en 2010 et abandonnée en 2018. Voilà donc les conditions de forme. Il faut d'abord que la proposition émane
ou du chef de l'État après délibération en Conseil des ministres ou d'un parlementaire et non de tout autre organe. Et qu'il y a d'abord l'acceptabilité, la prise en considération du projet ou de la proposition avant de passer à la phase soit du référendum, soit de l'adoption par la voie parlementaire. Il y a maintenant les conditions de fond. Avant qu'on aille aux conditions de fond, lorsqu'on parle du consensus, le consensus, véritablement, comment on peut le comprendre? Est-ce que c'est quand tout pays, sans exception, est favorable? C'est que tous les organes impliqués, lorsque c'est la voie parlementaire, n'expriment pas une opposition. L'abstention n'est pas une opposition, participe du consensus. Mais par contre, lorsque c'est soumis au référendum, il n'a pas besoin de consensus, puisque c'est la majorité absolue, donc 50,001, qui permet de dire que la Constitution est adoptée. Donc le consensus suppose qu'il y ait un accord de l'ensemble des acteurs politiques sans qu'il n'y ait une opposition farouche à ce projet. Et vous constaterez qu'en 2017 et en 2018, il y avait une réticence, puisqu'il y avait une minorité de blocage par l'opposition qui a empêché la révision de la Constitution. Ce qui avait amené le garde des Sceaux de l'époque à utiliser l'expression de recourir à la rage et à la ruse. Et lorsque l'Assemblée, en 2019, est devenue monocolore... Ce ne sont pas des propos qui sont sortis de son contexte. Non, c'est par rapport au refus et à l'échec de la tentative de révision qu'il a sorti. Je l'applique simplement à ce cas. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus, parce que c'est des propos qu'il a tenus après l'échec de cette tentative de révision. Maintenant que d'autres l'appliquent à d'autres cas, cela n'engage que moi, je n'ai pas cette prétention. Alors, les modalités de fond? Je parle des modalités de fond. D'abord, la révision de la Constitution ne peut pas se faire lorsque l'intégrité du territoire ou l'indépendance du territoire est remise en cause. Lorsque le Bénin est occupé, par exemple, par une troupe étrangère, on ne peut pas procéder à la révision de la Constitution. On ne peut pas, d'après l'article 156 de la Constitution, en révisant la Constitution, porter atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de l'État. Le Bénin demeure une république et non pas une monarchie. Le Bénin demeure un État laïque. Ça, on ne peut pas y toucher. C'est écrit dans l'article 156 de la Constitution. Mais je voudrais rappeler que le 20 octobre 2010, appréciant la constitutionnalité de la loi organique sur le référendum, la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Maître Dossou Robert, a ajouté à ces deux conditions, à savoir atteinte à l'intégrité du territoire, forme républicaine et laïcité de l'État, d'autres conditions, à savoir qu'on ne peut pas toucher dans la révision à la limitation des mandats, on ne peut pas toucher à la limite d'âge de 40 ans minimum, 70 ans au maximum, pour le candidat à l'élection présidentielle, et on ne peut pas toucher non plus à la forme, à la nature présidentielle du régime politique. Donc il y a trois éléments nouveaux qui sont ajoutés et qui constituent aujourd'hui le bloc de constitutionnalité. Et vous avez pu constater que dans la Constitution du 11 décembre 1990, il a dit que le président de la République a élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. On n'a pas dit 2 mandats consécutifs. Parce que si dans 2 mandats consécutifs, après 2 mandats, le président peut se retirer et après un autre mandat de quelqu'un d'autre, il peut encore être candidat pour l'élection présidentielle. Dans la révision qui est intervenue en 2019, cette condition a encore été corsée puisqu'il a été ajouté nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats. Ce qui veut dire que même si vous revisez la Constitution, même si vous adoptez une nouvelle Constitution, étant donné que vous avez déjà fait 2 mandats de votre vie, vous ne pouvez plus exercer 2 mandats.
Le troisième élément qu'il faudrait ajouter et qui relève d'une décision de la Cour constitutionnelle de 2014, je crois le 20 novembre, la Cour que je présidais, il a été rappelé que la révision de la Constitution ne donne pas naissance à une nouvelle république. Parce que certains ont tendance à penser que lorsqu'on fait la révision de la Constitution, on remet les moteurs, les compteurs à zéro et qu'on recommence le match. Parce que j'entends des commentaires par rapport à la révision de 2019 où d'aucuns affirment que parce que la Constitution a été révisée, les compteurs sont remis à zéro et que le président à nouveau, il y a eu un 46 jours le président à nouveau peut être candidat. Or, en droit, parce que je suis agrégé de droit public et de sciences politiques, donc je ne suis pas simplement un juriste, je suis un constitutionnaliste. En droit, on adopte une nouvelle constitution dans 4 situations, reconnues aujourd'hui par la doctrine à travers le monde. À la naissance d'un nouvel État. Par exemple, lorsque le Bénin est devenu un nouvel État, une république, en 1958, il a eu sa constitution. Lorsque l'Érythrée a fait sécession de l'Éthiopie, en tant que nouvel État, il a adopté une nouvelle constitution. Lorsque le Soudan du Sud est devenu un nouvel État, il a adopté une nouvelle constitution. Donc, la constitution nouvelle est adoptée dans le premier cas à la naissance d'un nouvel État. Deuxième situation, lorsque il y a une révolution, c'est-à-dire la remise en cause de l'idée de droit qui inspirait l'organisation de la vie politique, puisque j'ai dit que la Constitution comporte un aspect juridique et un aspect politique qui est l'idée de droit qui détermine le mode d'organisation sociale. Cuba est un exemple. Cuba est un pays libéral. Mais lorsque le Cuba a fait sa révolution en 1959, Cuba a adopté une nouvelle constitution. Donc, à la suite d'une révolution qui suppose le triomphe d'une nouvelle idée de droit dans la société, une nouvelle conception du vivre ensemble, là, on adopte une nouvelle constitution. Il y a aussi une nouvelle constitution lorsqu'il y a un coup d'État. Le coup d'État est une violation, est une acquisition du pouvoir en violation des règles prévues par la Constitution, soit par les armes, lorsque c'est les militaires qui le font, soit par une adoption non conforme de la Constitution par des pouvoirs civils, comme mon ami Alpha Condé a fait adopter en 2010 une nouvelle constitution pour pouvoir avoir un 3e mandat, puisque la constitution de 2000 prévoyait la limitation des 2 mandats de 5 ans chaque mandat. Pour pouvoir être candidat, il a fait procéder à l'adoption de nouvelles conditions. Comme Touadéra aussi en 2020, en août, le 30 août 2020, a adopté contre l'opposition de la Cour constitutionnelle de son pays une nouvelle constitution. 3e non-condition, coup d'État, qui peut être militaire ou civil. 4e condition, c'est la conférence nationale, qui est souveraine, qui a été admise désormais par la doctrine juridique. Ce qui fait qu'en 1990, après la conférence nationale, le Bénin a adopté une nouvelle constitution, dont l'idée de droit qui se fonde sur le libéralisme est différente de l'idée de droit qui animait le régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin, qui était plutôt une idée de droit fondée sur l'idéologie marxiste-léniniste. Donc voilà les 4 conditions dans lesquelles on adopte une nouvelle constitution juridiquement. Juridiquement. Alors, qu'est-ce qui amène les Béninois à être tout de suite hystériques dès qu'ils entendent le mot révision de la Constitution, malgré toutes les prédispositions mises en place, malgré le fait qu'on est... La Constitution n'est pas figée, la Constitution doit peut-être réviser pour s'adapter aux aspirations des peuples, c'est une évidence. C'est un corps vivant. Je rappelle que la Constitution des États-Unis de 1787 a été adoptée avec 10 amendements.
et a été adoptée, la limitation des mandats n'existait pas dans la Constitution des États-Unis. Ça a été respecté. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait que Roosevelt a fait 4 mandats, et immédiatement 47, dès qu'il est mort en 44, et son successeur Truman a fait adopter l'inscription dans la Constitution de la limitation des mandats. Si vous avez fait attention, après la conférence nationale au Gabon, au Togo et une concertation au Cameroun et au Congo-Brazza, les nouvelles constitutions adoptées ont inscrit la limitation à 2 du nombre de mandats. La révision qui est intervenue au Togo à côté a fait sauter ce verrou. La révision qui est intervenue au Gabon a fait sauter ce verrou. La révision qui est intervenue au Cameroun a fait sauter ce verrou. La révision qui est intervenue au Cameroun a prorogé les mandats, La peur de se retrouver dans l'instabilité que provoque le fait pour un président de s'éterniser au pouvoir, étant donné l'histoire politique de notre pays que je vous ai rappelé, cette situation fait que les Béninois, dès qu'ils entendent révision, craignent que cette révision ne débouche sur la remise en cause de la limitation des mandats. Voilà pourquoi la Cour constitutionnelle, en 2010, a inscrit dans le bloc de constitutionnalité qu'on ne peut pas reviser la limitation des mandats. Et pour rassurer les Béninois, en 2019, dans la révision qui était intervenue, il est bien écrit « nul de sa vie ». Parce que même si vous... Il y a toutes ces assurances-là aujourd'hui. Même si vous adoptez une nouvelle constitution, votre vie ou vos mandats ne pas disparaître pour autant. Parce que de votre vie, vous avez déjà exercé 2 mandats. Il y a cette assurance. Oui. Mais il y a toujours cette crainte. Cette crainte, pourquoi? Vous savez que généralement, la tendance en Afrique, surtout Afrique occidentale, est de faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Vous avez un exemple au niveau de la CEDEAO. Au départ, la CEDEAO, dans le cadre des principes de convergence constitutionnelle, pour éviter les crises dans les États africains, avait souhaité inscrire la limitation à 2 du nombre de mandats. Le Togo s'y est opposé. La Gambie de Yaya Jammeh s'y est opposée. Il a été renversé, en fin de compte, par une révolution. Donc, on pouvait imaginer que seul le Togo pouvait s'y opposer. Quand la question a été remise sur le tapis, l'opposition, c'est désormais le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. De 1, de 2, on est passé à 3. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a une tradition de la limitation des mandats. Vous prenez le Sénégal. Wade s'est battu et a battu dans les urnes le président Diouf en 2000. Il modifie la constitution pour faire passer en 2007, en 2008, en 2001, pour faire passer la durée du mandat de 7 ans à 5 ans. En 2007, il a été réélu et en 2008, il modifie la constitution pour faire partie le mandat de 5 ans à 7 ans à nouveau. Et il devient candidat en 2012 pour un nouveau mandat. Lui, qui se battait comme chef de l'opposition et comme un démocrate, parce qu'il estime qu'il y a une nouvelle constitution. C'est le peuple sénégalais qui a tranché le débat en donnant la majorité dans les urnes à son ancien Premier ministre Macky Sall, qui lui aussi s'opposait à la volonté de Wade de briguer un 3e mandat. Il disait même qu'il allait se coucher sur ce manteau-là dans la rue pour empêcher Wade d'avoir un 3e mandat. Le même Macky Sall, piqué par le même virus, a commencé à laisser attendre à la fin de son 2e mandat qu'il peut être candidat parce qu'il y a une révision de la Constitution à un nouveau mandat. Vous avez vu la crise que cela a entraîné au Sénégal, avec des destructions humaines, des destructions
des infrastructures. Mais qu'est-ce que justifie cela? Dans l'université. Ce désir irrésistible de vouloir faire un troisième mandat au niveau de nos chefs savez, d'État. je suis né le 15 avril 1948 et je me souviens toujours de cette formule du colonel Philippe Haro, ministre de l'Intérieur du général Soglo, qui en décembre 1965 a tenu un meeting à Porte-Novo et qui a tenu ses propos. Le pouvoir est comme le sein d'une femme. Dès qu'on se met à le téter, il est si doux qu'on n'a pas envie de le lâcher. Voilà la réponse à votre question. On n'a plus envie de le lâcher. Mais lorsqu'on revient... On n'a plus envie de le lâcher. Comme si on était indispensable. Mais il y a de grands hommes qui donnent l'exemple. Regardez quelqu'un comme Nelson Mandela, qui a fait 27 ans en prison. Il est arrivé au pouvoir en 1994, après les élections, pour un mandat de 4 ans. En 1998, il n'est plus candidat à l'élection présidentielle. Et pourtant, ce n'est pas écrit dans la Constitution que le mandat est renouvelable une seule fois. Il n'est pas prévu de limitation. Il a respecté. J'ai eu la chance d'avoir accompagné le président Soglo, qui dirigeait la délégation des observateurs de l'organisation de l'unité africaine. Et Nelson Mandela nous a reçus après avoir voté au palais et nous disait la joie qu'il a de s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Et pourtant, il aurait pu dire, j'ai sacrifié 27 ans de ma vie à ce pays, je peux mourir au pouvoir, que personne ne lui en voudrait. Thabo Mbeki qui est arrivé, au bout de son deuxième mandat, même s'il a perdu la vice-présidence du parti, l'ANC, il est parti. Jacob Zuma est arrivé, il a fait 2 mandats, il est parti. Cyril aussi va faire 2 mandats, et personne ne parle de troisième mandat. Regardez les pays anglophones, que ce soit le Nigeria, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, la Sierra Leone, le Libéria. La limitation des mandats est respectée. George Weah vient de perdre les élections, heureux de partir. Donc il y a la culture démocratique de nos dirigeants. On l'a aussi au Bénin, cette culture démocratique. Cette culture démocratique existe, mais il y a les courtisans qui disent au président, ah, si vous partez, le pays va s'effondrer, vous êtes indispensable, sans vous, le pays ne peut pas avancer. Et quand certains me disent ça, je dis, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais est-ce que vous me donnez la garantie que le président est immortel? Parce que même Jésus, le Fils de Dieu, qui a pris notre chair humaine, est mort, il est ressuscité depuis plus de 2000 ans, mais n'est plus sur terre, et pourtant son église, qui se limitait à l'époque à Israël, s'est répandue dans le monde entier. Donc le cimetière est composé d'hommes indispensables. C'est les courtisans aussi, souvent qui poussent les gouvernants à vouloir s'accrocher au pouvoir. Et vous vous souvenez de l'aveu de mon ami Alpha Condé, qui est aussi un grand ami au doyen de Sourobert. Il dit, après avoir perdu le pouvoir, que ce sont les femmes qui l'ont poussé à solliciter un 3e mandat. Alors qu'il aurait pu être notre Nelson Mandela, compte tenu de son engagement pour lutter pour l'avènement de la démocratie. Combattu Sékou Touré, combattu Lansana Conté, camarade Dadis et autres, il a même fait la prison et il est arrivé au pouvoir par les urnes. Il aurait pu partir après ce 2e mandat et devenir un sage auprès de qui on venait prendre et conseil et un guide pour l'avenir de ce pays et pour l'Afrique. Alors, lorsqu'on revient au Bénin, lorsque on regarde votre parcours emblématique, est-ce que vous avez des craintes par rapport à une révision constitutionnelle actuellement au Bénin? Une révision peut intervenir, comme je l'ai dit, mais ce serait une grave erreur de mon point de vue de remettre en cause la limitation des mandats si on veut préserver la paix et la stabilité des pays. J'ai commencé cette émission par souhaiter la paix pour notre pays et je prie toujours pour qu'il y ait la paix dans ce pays et que les autorités en charge d'y œuvrer ne posent pas des actes qui remettent en cause ce vivre en harmonie du peuple béninois. C'est dans la paix que la démocratie
peut permettre le développement de notre pays. De notre pays. Alors, est-ce que la constitution de l'État, est-ce qu'elle vous pose des problèmes? Est-ce que selon vous, elle nécessite quelques retouches? Oh, vous savez, je vous ai dit qu'une constitution peut toujours être révisée oui, tout à fait. en tenant compte des aspirations des peuples. Il faut simplement il y a eu des retouches qui ont été effectuées en 2019. Est-ce que selon vous... Il faut respecter les conditions de forme et les conditions de fond. Je vais vous donner un exemple. J'ai été partisan, avant que la révision n'intervienne, qu'il y ait un vice-président de la République pour garantir la stabilité du mandat présidentiel. Voir aux États-Unis, quand le vice-président meurt avant la fin de son mandat, il est remplacé par son vice-président qui va au terme du mandat. Ce qui fait que le mandat de 4 ans n'est jamais interrompu. Quand Kennedy a été assassiné, Lyndon Johnson a immédiatement prêté serment. Nous avons donc instauré un poste de vice-président. Mais vous allez constater que le vice-président ne participe pas au Conseil des ministres. Le vice-président joue un rôle de représentation quelquefois à l'extérieur, est grand chancelier, mais ne participe pas à la vie politique, à la vie gouvernementale. Or, le vice-président qui a appelé à céder au chef de l'État doit être au courant de l'esprit dans lequel des décisions ont été prises. Et par conséquent, garantir la continuité du mandat. Par exemple, c'est un élément qui a manqué lorsqu'on a instauré le poste de vice-président, on ne lui donnait pas l'occasion d'être aussi un acteur du pouvoir exécutif. Cela nécessite, à mon avis, une correction. Mais le peuple aussi a d'autres préoccupations qui ne se retrouvent pas dans cette constitution. Regardez par exemple, avant la révision de 2019, il est bien dit que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur les lois organiques et les lois ordinaires avant leur promulgation. La révision de 2019 a supprimé le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation. Or, souvenez-vous, en 1993, en 1994, le débat entre le gouvernement et le Parlement par rapport à la création de la Commission électorale nationale autonome, à savoir une autorité administrative indépendante, et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif pour organiser des élections crédibles, transparentes, exclusives, libres, régulières, a été tranché parce que cette loi avant promulgation a été soumise au contrôle de constitutionnalité. La même Cour, présidée par Mme Pognon, qui a donné raison à l'opposition qui était majoritaire au Parlement pour créer la Sénat, de la même manière, le code électoral qui a été voté en 1995, tendant à écarter le candidat éventuel Soglo, prévoit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir apporté la preuve de la renonciation à ses autres nationalités. Parce qu'on soupçonne le président Soglo d'avoir la nationalité française. La Cour a été saisie, toujours présidée par Mme Pognon. La Cour a dit, l'article 44 de la Constitution a prévu simplement que pour être candidat à l'élection, il faut être de nationalité béninoise, point barre. Pas apporter la preuve d'avoir renoncé aux autres nationalités. S'il n'y avait pas ce contrôle préalable, on allait imposer l'exclusion d'un candidat à l'élection et ça allait entraîner des tensions. Souvenez-vous, en 2005, pour empêcher le candidat Yahi et Boni, les députés ont voté le code électoral pour dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être dans le pays depuis au moins 1 an. Or, Yahi Boni était déjà président de la BOAD, dont le siège est au Togo. Il n'était donc pas au Bénin pendant 1 an. La Cour à qui cette loi a été soumise pour un contrôle de constitutionnalité a rappelé tout simplement que la Constitution a dit pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être présent dans le pays au moment des élections. Et la Cour a précisé que le moment des élections, c'est le moment où on dépose le mandat. On dépose le dossier pour être candidat. Donc, s'il n'y avait pas ce contrôle, il y aurait des exclusions et la Cour a été impartiale, tantôt donner raison au pouvoir exécutif,
tantôt raison au pouvoir législatif. Donc, il y a ce genre de choses. Il y a ça qu'il faut revoir. Mais on estime par exemple que pour ce qui est par exemple du parrainage, qu'il faut par exemple renforcer et que les partis politiques puissent par exemple co-signer, ça c'est sûr, oser l'opinion, sur rien. Je voudrais vous simplement vous rappeler que dans une décision de la Cour constitutionnelle du Mali de 1996, le parrainage a été écarté pour préserver l'égalité des citoyens pour être candidat à l'élection. N'importe quel citoyen peut être candidat à l'élection sans avoir besoin d'être parrainé. À un moment donné, au Sénégal, il y avait deux modalités pour être candidat à l'élection présidentielle. Si vous êtes présenté par un parti politique reconnu, vous n'avez pas besoin de parrainage. Si vous êtes un candidat indépendant, vous avez besoin de parrainage. Le parrainage permet d'éviter des candidatures fantaisistes, mais ne doit pas viser à exclure des candidats de l'élection, comme le syndicat administratif a donné ce résultat. Et nous avons vu les tensions que cela a créé dans le pays en 2000, pour les élections législatives de 2019, où on a malheureusement tiré sur des gens, ce qui ne s'est jamais vu depuis la conférence nationale de 1990, où malgré nos différences d'opinion, c'est dans la convivialité que les élections sont organisées et les battus acceptent leurs résultats. En 1991, le président Kérékou a accepté sa défaite. Il est venu au PLM Alédio pour passer service au président Kérékou. Le président Soglo est parti sans état d'âme en 1996 quand il a été battu. Et vous vous souvenez, en 2016, quand Lionel Zinsou a été battu, il est venu assister à l'investiture du président Talon pour montrer le caractère convivial de notre démocratie parce qu'on fait confiance aux urnes pour permettre au peuple de désigner qui il veut pour le diriger pour un temps déterminé. Alors, ce parrainage-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez dans son expression actuelle? Si le parrainage vise à garantir la crédibilité des candidats, tant mieux. Si le parrainage est une exclusion, ce serait contraire à l'esprit démocratique qui est l'inspiration de notre Constitution. Puisque je vous ai rappelé, dans la Constitution, il est affirmé la détermination du peuple à créer un état de droit et de démocratie pluraliste garantissant les droits fondamentaux, les libertés publiques des citoyens, conditions préalables pour le développement harmonieux, temporel et spirituel de chaque Béninois. Donc, à mon avis, le parrainage ne doit pas être un élément d'exclusion. Dans d'autres pays, c'est les députés qui, individuellement, donnent les parrainages sans qu'on ait une centralisation. Vous estimez qu'on ne doit pas centraliser cela? Le problème est si préoccupant que même pour des élections locales, pendant les élections, pour l'élection du maire, on a dû modifier le code électoral, alors que ce soit les élus, les conseillers élus qui élisent leur maire, on a été centralisé pour que ce soit les partis qui procèdent. Ça pose problème. Vous pensez qu'on doit retoucher cela? Je ne sais pas si c'est inscrit dans la Constitution. Je crois que c'est peut-être plutôt dans le code électoral. La Constitution doit être un élément de consensus qui permet de vivre ensemble en harmonie pour la paix, parce que je suis contre la violence et je ne voudrais pas qu'il y ait un prétexte pour qu'il y ait de la violence dans ce pays qui m'est cher. Alors, avant de parler aussi du climat sociopolitique, très rapidement, puisque nous tendons vers la fin de cet entretien, alors certains commentateurs de l'actualité politique estiment que ce vent de révision a des ambitions cachées, c'est-à-dire elle a pour objectif probablement de régenter un peu les élections générales de 2026. Écoutez, nous sommes en démocratie, il y a la liberté d'expression et d'opinion, chacun est libre de son opinion. Je n'ai pas tenu ce genre de commentaires dans les échanges que j'ai avec vous et je ne me prononce pas sur les commentaires que font des uns et des autres tant que je n'ai pas d'éléments concrets qui me permettent d'avoir une réflexion raisonnée. Je n'aime pas réagir sur... Vous n'aimez pas spéculer. Il semblerait que... Vous n'aimeriez pas spéculer. Alors, Talon Yahi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, j'ai eu... On note une passe d'armes. J'ai eu la chance d'avoir accompagné le président Soglo, d'abord à Pretoria et à Maputo, pour la création de Forum for Africa à l'initiative du président Chissano et dont le président d'honneur
Nelson Mandela. Chissano a été élu président de ce forum et le président Soglo a été élu vice-président de ce forum. Il a dit que les anciens présidents ne sont pas les concurrents des présidents en exercice. Ils connaissent la difficulté de la tâche. Ils doivent aider les présidents en fonction à réussir leur mandat. Et si vous avez pu constater, chaque fois qu'il y a des tensions dans ce pays, c'est la concertation ou avec le clergé ou avec les anciens présidents de la République qui a permis de trouver une porte de sortie honorable. Souvenez-vous, pour la LEPI, je crois que c'était en 2009, où l'opposition, avec les Amoussou Bruno et autres, avait refusé de s'inscrire pour la LEPI. Il y a eu une intervention des anciens présidents de la République, essentiellement Kérékou, Zinsou, Soglo, et le clergé aussi, et cela a pu permettre d'avoir un consensus. L'opposition a accepté de s'inscrire. Le délai d'inscription sur la LEPI a été prorogé. La loi a été votée, la Cour l'a déclarée conforme à la Constitution parce que cette concertation a permis de préserver la paix qui est la finalité de notre vivre et ensemble. Parce qu'on avait toujours inscrit les gens individuellement, bien qu'à la Cour nationale, on ait souhaité qu'il y ait cette informatisation. Or, on n'est pas sûr de la crédibilité de ces inscriptions manuelles et qui se font. Cette informatisation, peut-être qu'elle n'a pas associé tout le monde. Et vous vous souvenez qu'en 2011, même les députés, même au parti, la Révolution du Bénin, ont marché sur la Cour constitutionnelle parce qu'on estimait que nous étions complices de cette situation. Donc vous avez vu l'utilité des anciens présidents de la République. Je ne souhaite pas. Et nous avons au Bénin un statut des anciens présidents de la République. Et vous avez déjà constaté que pendant 52 jours, le président Yahi Boni avait été enfermé chez lui, ne pouvant pas recevoir ses amis, ses parents, même les anciens, même ce médecin, l'ancien président Sougoula avait du mal à le voir. Ce qui ne s'est jamais passé depuis le renouveau démocratique. Il a fallu l'intervention de certains chefs d'État de la sous-région, dont le Nigeria, pour que cette situation soit débloquée. C'est une atteinte à la dignité d'un ancien président de la République. Parce que nous montrons qu'il n'est pas digne de respect. Et cela peut arriver à tout autre ancien président de la République. Ce que je ne souhaite pas, parce que nous avons du respect pour nos aînés. Même quand nous n'avons pas voté pour un président, il est le président de la République. Nous pouvons le critiquer parce que la Constitution nous en donne le droit, mais nous devons du respect. Ce qui explique aujourd'hui les tensions qu'on observe entre des gens qui étaient quand même des alliés à un moment donné. Je souhaite qu'ils retrouvent la convivialité, puisque le président Yahi Boni est aujourd'hui le président des démocrates, qui est le parti de l'opposition. Est-ce que dans cette posture, il joue encore il existe un statut des anciens présidents de la République. Il existe un statut de l'opposition qui dit l'opposition doit être consultée par le chef de l'État sur des questions d'intérêt national ou international. C'est le choix du président Yahi Boni d'avoir été président des démocrates. Il était président d'honneur. Si moi, je ne suis pas, si j'étais ancien président de la République, je ferais comme les Américains. Vous n'entendrez pas parler d'un ancien président américain qui soit démocrate ou qui soit républicain à la fin de son mandat, prétendent diriger le parti des démocrates, le parti des républicains. Ils abandonnent le terrain à de nouvelles générations. C'est là, et quand Nelson Mandela est parti, il n'est pas resté président de l'ANC. Je crois que c'est cette tradition que nous devons aussi respecter pour que les chefs d'État, les anciens présidents de la République, soient des facilitateurs pour des périodes de tension parce qu'ils ont connu la fonction, ils connaissent les difficultés de la fonction, ils ont l'autorité morale pour apaiser, pour appeler les gens les uns aux autres au dialogue pour préserver la paix dans le pays. Préserver la paix dans le pays. Est-ce que Boni Yahi, en tant que président des démocrates, joue encore son statut d'ancien président de la République? Je crois que s'il n'est pas payé par les démocrates, il joue de son statut.
Je crois que c'est lorsqu'il accepte une autre fonction rémunérée que le salaire qu'il a pour cette fonction est plus élevé que celle d'ancien président de la République, que le paiement de ce salaire est suspendu. C'est ce que j'ai compris dans le statut des anciens présidents de la République. Alors, professeur Olo, nous allons pratiquement vers la fin de cet entretien. Alors, 2026, c'est dans quelques mois, dans 2 ans, mais dans quelques mois. Ça se prépare déjà de part et d'autre. On voit des mobilisations à travers le pays en faveur, pour susciter un candidat qui n'a pas encore dit s'il le veut ou pas. Mais est-ce que tout cela participe, selon vous, de l'animation de la vie politique? Mais écoutez, ce n'est pas gênant pour moi que des personnes se positionnent pour solliciter le suffrage du peuple. Il appartient, le moment venu, aux organes compétents de s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues. Parce que la Déclaration universelle des droits des droits de l'homme, qui fait partie intégrante de notre Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait partie de notre Constitution, donne le droit à chaque citoyen d'aspirer à exercer des fonctions publiques, des fonctions politiques dans son pays. Et la Déclaration universelle dit que le fondement de l'autorité des gouvernants résulte de la confiance du peuple, du corps électoral. Donc chacun est libre de remplir les conditions. Moi j'ai 75 ans. Je n'ai jamais espéré être candidat à l'élection présidentielle. Et à mon âge maintenant, j'ai déjà dépassé la limite de 70 ans. Même quand on me l'a proposé avant que je n'ai 70 ans, ça ne m'a jamais préoccupé. Mais si d'autres en ont l'ambition, on ne peut pas les en empêcher. Mais l'essentiel est qu'ils remplissent les conditions et qu'ils remplissent les conditions pour que cela se fasse conformément à la réglementation en vigueur. Puisque vous parlez de limitation d'âge très rapidement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous serez favorable à une révision constitutionnelle qui soit de nature à sauter le verrou de 115 ans ou à réduire l'adhésion à 40 ans? Je vous ai rappelé qu'en 2010, la Cour constitutionnelle que je préside, en 2014, la Cour constitutionnelle que je présidais a ajouté, non, pas celle que je présidais, en 2010, la Cour constitutionnelle que présidait Dossou Robert et dont je faisais partie a décidé que les options fondamentales de la conférence nationale, à savoir la limitation des mandats, la forme républicaine et la laïcité de l'État, la laïcité le régime, la nature présidentielle du régime, le respect de l'intégrité du territoire ne peut pas faire objet de révision. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans ces conditions de fond, que ces nouveaux éléments qui s'ajoutent à l'article 56 de la Constitution, qui parlait simplement de l'intégrité du territoire, de la laïcité et de la forme républicaine de l'État font désormais partie du bloc de constitutionnalité. Et cela nous a permis d'avoir la stabilité et la paix. Oui, mais il y a un âge pour tout. Oui, avec l'espérance de vie aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas permettre peut-être à des gens à 35 ans, à 30 ans d'être candidats? Je pense que cela nous a rendu service. À 35 ans, je ne crois pas qu'on ait suffisamment l'expérience de la vie pour pourtant diriger un État, même si... Dans d'autres pays? Même si Macron, à 39 ans, est devenu président de la République, on a vu les difficultés qu'il a dans notre pays, parce que dans ces États-là, aux États-Unis, il n'y a pas de limitation, mais vous avez une administration qui est opérationnelle, qui est efficace. Donc, il n'a pas besoin tout le temps de l'impulsion du président de la République. Or, vous constatez que le président de la République est au four et au moulin dans nos pays, ce qui n'était pas raisonnable parce qu'il y a la séparation des pouvoirs et leur collaboration. Donc, à 35 ans, on n'a pas encore assez d'expérience de la vie publique pour aspirer à être président de la République, de mon point de vue. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on saute le verrou de la limitation de 40 ans et de 70 ans. De 40 ans et de 70 ans. Alors, je suis toujours d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle
de 2010 qui participe toujours du bloc de constitutionnalité. Alors, les 4 avenants, Ricky Amadougou, Joël Frédéric Aïvor, sont sur toutes les lèvres. Une proposition de loi d'amnistie a été introduite au niveau du Parlement. On a vu le destin qu'elle a eu. Bien avant cela, le chef de l'État a commenté cette initiative politique et il a eu à même dit et affirmé que même si le Parlement était à 100% démocrate, une telle proposition ne prospérait pas. Vous savez, quand le président, quand M. Talon, Patrice était en difficulté avec le président Aïboni, qu'il a été enfermé au commissariat, je présidais la conférence des présidents d'institutions. À la demande du président de la Cour suprême Batoko, qui m'a accompagné, j'ai rencontré le président Yaïboni pour plaider pour sa libération. Il a donné son accord et je lui ai demandé si je pouvais informer la femme du président, de M. Talon Soglo, de Talon et Patrice. Il a donné son accord. Comme je ne connaissais pas sa maison, c'est Batoko qui m'a accompagné. J'ai dit à sa femme que le soir même, son mari sera libéré. Malheureusement, il n'a pas été libéré le soir-là. Il a été libéré le lendemain. M. Patrice Talon est venu à une réunion des présidents d'institutions à Porte-Novo, à la Haute Cour de justice, pour nous remercier, comme il est venu également à la maison pour me remercier. Je me suis permis d'évoquer ce cas parce que c'est connu de tout le monde. Certains avaient même pensé qu'il m'aurait corrompu puisque j'ai appris que mon compte a été vérifié, comme il n'y avait rien là-dedans, ils étaient rassurés. Pour dire que je n'ai jamais été partisan de l'emprisonnement des opposants. Je vous ai parlé tout à l'heure de la convivialité, de la compétition électorale, et je vous ai parlé également du droit de l'opposition de critiquer et de faire des propositions alternatives tout en respectant l'autorité. Donc par conséquent, je suis favorable à ce que les opposants ne passent pas leur temps en prison. Ça crée des frustrations et ça est préjudiciable à la cohésion sociale de mon point de vue. Je souhaite que la raison triomphe. Voilà pourquoi je plaide pour l'amnistie qui a pour avantage d'effacer, non seulement d'effacer la condamnation, alors que la grâce interrompt simplement l'exécution de la condamnation sans effacer du casier judiciaire. Mais voilà que cette amnistie ne va pas prospérer là maintenant. Est-ce que pour vous, il y a encore un mécanisme 2026 est encore loin. La sagesse finira toujours par triompher. Vous savez, hein, en 2016, il y avait des tentatives pour empêcher le candidat Talon d'être candidat à l'élection présidentielle. Il avait été évoqué contre lui des dossiers qui sont en cours devant la justice. La Cour, en ce temps que je présidais, a eu, à des moments donnés, rappelé que notre Constitution prévoit la présomption d'innocence. On ne peut donc prendre en compte ces cas que lorsqu'une condamnation définitive est intervenue. Donc, dans ma pratique au quotidien, j'ai toujours été favorable au respect des libertés des citoyens. Je me souviens que le président Yaïboni avait voulu interdire les mercredis ou jeudi, les mercredis rouges, je crois. Je lui avais dit, j'étais président de la Cour constitutionnelle, hein, je lui avais dit que la Constitution prévoit la liberté de manifester. Il peut indiquer que les gens ne peuvent pas marcher de telle heure à telle heure ou dans telle zone pour ne pas perturber le droit d'aller et venir des autres citoyens. Sans me consulter, il prend l'avis de ma femme, qui sans m'avoir consulté, lui donne la même opinion. Le président Yaïboni a laissé le mercredi rouge se dérouler. Vous avez pu voir les mercredis rouges qui se déroulaient et tous les jours, alors qu'on aurait pu dire, si dans une dictature, ah non, vous êtes critique vis-à-vis du pouvoir, vous ne le ferez pas. Nous sommes en démocratie. Il y a des règles qu'il faut respecter, c'est un fait, mais il faut que les gens puissent également s'exprimer. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. Alors, en 2020... Parce que lorsqu'on n'a pas la possibilité de s'exprimer, surtout dans une expression encadrée, comme c'est le cas au Parlement, la tendance est de vouloir le faire dans la rue sans respect d'aucune réglementation.
Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, où l'idée de vouloir empêcher quelqu'un d'aller aux élections a fait brûler des archives d'une université aussi grande et illustre que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De Dakar. Oh, il faut éviter cela pour notre pays. Il faut éviter cela pour notre pays. Alors, professeur Olo, 2026, c'est encore loin, ça vous le dites, mais quelles sont vos espérances? Que nous retrouvions la convivialité. Nous ne sommes pas des ennemis, même si nous n'avons pas les mêmes opinions. Dans une famille, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais on se retrouve ensemble pour vivre en convivialité. Nous sommes citoyens du Bénin, nous n'avons pas d'autres pays. Je suis né au Bénin, j'ai fait toute ma carrière au Bénin. Quand j'ai fini mes études, j'avais eu des propositions. J'ai fait ma thèse sur le régime militaire. J'étais menacé. Quand j'arrivais, il y a eu grève à l'université, on m'a menacé avec mon ami, celui qui devenait mon ami après nous, m'a menacé. Nous aussi, qui a été obligé de s'exiler. Je suis resté dans le pays. Je crois avoir été utile en tant qu'enseignant au moins à mon pays. Donc il faudrait qu'on donne les conditions aux compatriotes de mettre leur savoir à la disposition du pays dans les règles, dans le respect des règles consensuelles. Voilà pourquoi il faut que la Constitution soit fondée sur un consensus pour fonder notre vivre ensemble en harmonie. Avant-dernière question, pour conclure, comment se porte selon vous aujourd'hui le Bénin? Oh, vous savez, la démocratie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Et je donne toujours cet exemple. Prenez les États-Unis, qui ont connu la démocratie depuis 1787. En novembre 2020, Donald Trump, battu aux élections, a tout fait pour empêcher que la victoire de son challenger Biden soit confirmée. Et en janvier 2006, le 6 janvier, le Congrès s'est réuni pour certifier cela. Il a lancé ses troupes, ses partisans à l'assaut. Mike Pence, son vice-président, a désavoué ce comportement. Certains de ses collaborateurs ont désavoué ce comportement. Maintenant, il est poursuivi par la justice pour ce comportement. Vous voyez donc un pays qui a connu une tradition de plus de 2 siècles qui connaît cette situation. Que nous ayons des hauts et des bas, cela fait partie de la vie d'une démocratie. L'essentiel est que nous puissions régler, surmonter cette difficulté en préservant le consensus, la stabilité des institutions, la légitimité des gouvernants pour préserver la paix. Donc, rien ne peut se faire, à mon avis, de façon linéaire. Voilà pourquoi il est important que nous ayons une culture démocratique et ne pas vouloir imposer par la force notre idée aux autres. Alors, sur le plan économique et social, qu'est-ce que vous notez? Or, vous savez, il y a des évolutions positives, c'est évident. Mais le développement, comme je le dis, suppose le paix et la liberté. C'est bon d'avoir des infrastructures, mais il faut se tenir compte aussi du bien-être de celui qui va utiliser ces instruments. Voilà pourquoi on met l'accent sur les droits essentiels que sont le droit à l'éducation, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au logement. Ce qui veut dire que rien ne peut être globalement ou totalement négatif ou totalement positif. Nous avons des avancées sur des infrastructures économiques, mais nous avons des reculs par rapport aux libertés fondamentales. Comme nous avons eu des libertés, nous avons eu des avancées sur des libertés fondamentales, mais pas le même niveau de progrès économique. Mais c'est un tout qu'il faut essayer de mettre ensemble, à savoir le pain et la liberté. Merci à vous, professeur Théodore Olo. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et vous adresser à toute la communauté, à tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien et qui ont voulu savoir ce que vous voulez leur apprendre ce jour. Non, j'apporte simplement l'éclairage d'un spécialiste des questions constitutionnelles. Mais ma parole n'est pas la vérité. L'essentiel est que nous puissions y réfléchir pour trouver les mécanismes qui nous permettent de préserver la paix dans notre pays. Parce que, comme je le rappelle, la démocratie, c'est le consensus sur les règles de la gestion pacifique des contradictions inhérentes dans toute société humaine. En tant que société, nous avons des contradictions. Nous devons avoir des mécanismes qui nous permettent de gérer ces contradictions dans la paix
pour préserver notre vivre ensemble en harmonie. Et je crois que depuis 1990, depuis la Conférence nationale, nous avons fait preuve de sagesse pour atteindre cet objectif. Souvenez-vous, en 1989, je crois que ça devait être en décembre, le président Kérékou m'a acculé par des citoyens qui le huaient, s'est réfugié dans la cour de l'église Saint-Michel, interdisant à sa garde de tirer sur les citoyens. Et c'est le même qui a accepté la souveraineté de la Conférence nationale, qui a accepté les décisions de la Conférence nationale. Le président Soglo s'est inscrit aussi dans cette lignée. Il a travaillé pour relever l'économie, mais il a respecté aussi les libertés fondamentales. Nous devons continuer dans ces deux exemples que nous ont donnés les pères historiques du renouveau démocratique qui doivent être nos références que nous devons chercher à dépasser en faisant mieux du point de vue de la préservation de la paix et de la stabilité des institutions. Merci à vous, professeur Théodore Olo. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'État est une personne morale. La Constitution, son statut, qui dispose d'un statut moral et juridique. Cela a été expliqué de long en large au cours de cet entretien par le professeur Théodore Olo. Il nous a fait part de façon détaillée du fonctionnement de l'État. La Constitution n'est pas un texte figé, nous a-t-il fait entendre. Elle est l'expression du vivre ensemble consensuel. Il a laissé entendre également que l'opposition a le droit de critiquer, de proposer une solution alternative tout en respectant l'autorité. Il nous a fait quelques cours d'histoire au cours de cet entretien. Il nous a rappelé quelques faits marquants qui ont rythmé la vie politique béninoise. Il nous a fait part également des modalités de forme et de fond d'une révision constitutionnelle. Il nous a fait part également des 4 situations pour une nouvelle Constitution, notamment la naissance d'un nouvel État lors d'une révolution, lorsqu'il y a un coup d'État militaire ou civil, ou en cas de conférence nationale. Au cours de ses propos, il nous a fait savoir qu'il prie beaucoup pour la paix au Bénin. Lorsqu'il a été interrogé sur la volonté de réviser la Constitution en l'état actuel, il a exprimé un petit gêne sur la constitution du poste de vice-président de la République. Pour lui, le vice-président doit être au courant de l'esprit dans lequel les décisions ont été prises afin d'assurer une continuité en cas de besoin. Il a parlé également du contrôle de constitutionnalité des lois organiques qui a été revu au niveau de la Constitution. Des lois ordinaires, autant pour moi, qui a été revu au niveau de la Constitution en 2019. Pour lui, cela mérite d'être revu également et il a argumenté de long en large dans ce sens. Le parrainage avait été supprimé pour permettre à tous les citoyens de candidater. Le parrainage ne doit pas être un mobile d'exclusion des citoyens. Il n'est pas pour que l'on touche à la limitation d'âge, c'est-à-dire 40 ans et 70 ans, car pour lui, à 35 ans, on n'a pas assez d'expérience publique pour diriger un État. Il plaide pour l'amnistie en faveur de Ricky Madougou de Joël Frédéric Haïfo. 2026, c'est encore loin et la sagesse finira par l'emporter, a-t-il dit, pour suivre cette volonté manifeste de voir une amnistie en faveur de ceux détenus en prison. Et en fin d'émission, il a dit ce qu'il pense du Bénin sur le plan politique, économique et social. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Oui. Merci à vous. C'est la loi ordinaire, la loi organique est maintenue, mais c'est la loi ordinaire qui a été supprimée. Je rappelle à nos amis internautes que nous étions en compagnie du professeur Théodore Olo, juriste de formation, professeur des universités et homme politique béninois. Il fut le 4e président de la Cour constitutionnelle du Bénin, celui qui a proclamé en 2016 les résultats consacrant Patrice Talon, président de la République du Bénin. Merci à vous, professeur Olo. Nous reviendrons incessamment pour d'autres sujets. Merci. Merci et merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt.